Bonjour, alors avant de commencer le bulletin d'information, je tiens à vous avertir que la semaine prochaine, je ne serai pas en mesure de faire de vidéo, donc je m'en excuse par avance. Et en fin de cette vidéo, il y aura un comparatif avec la ligne de front du mois précédent. Alors pour commencer ce bulletin d'information, donc au 27 septembre 2024, alors tout d'abord le président Poutine est en train de modifier l'emploi doctrinal russe en matière d'armes nucléaires. Donc je vous partage ici les principales informations donc, de cette déclaration. Les attaques aériennes et spatiales d'importance contre la Russie conduiraient à une réponse nucléaire. Une menace critique contre la souveraineté russe, même sans armes nucléaires, constituera également un motif de réponse nucléaire. La Russie se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire en cas d'agression contre la Biélorussie. La Russie pourrait envisager l'utilisation d'armes nucléaires en cas de lancement massif de missiles ou de drones sur son territoire. Et enfin, il y a également une proposition pour considérer une agression contre la Russie par tout État non doté d'armes nucléaires, mais avec la participation ou le soutien d'un EDAN. Donc un EDAN, c'est un État doté de l'arme nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Fédération de Russie. Donc dit autrement, un État nucléaire qui aiderait un État non nucléaire à attaquer la Russie serait considéré comme co-belligérant. Donc voilà les principales informations de cette déclaration. Du côté des États-Unis, ils ont alloué une nouvelle aide à l'Ukraine d'une valeur de 375 millions de dollars. Donc cette aide comprend des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie de 155 et 105 mm, des javelins, des véhicules blindés et d'autres matériels. Et hier, il y a eu une nouvelle annonce d'un nouveau déblocage, cette fois-ci d'un montant de 7,9 milliards de dollars. Cette aide comprendrait donc des batteries de Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne, des drones, etc. Et en plus de cela, les États-Unis vont livrer donc à l'Ukraine des bombes à longue portée, donc plus précisément des bombes JSOW pour Joint Standoff Weapon, ont une portée de 150 km avec un poids qui peut aller jusqu'à 500 kg. Voilà pour les informations générales. Nous allons maintenant nous diriger vers la ligne de front, en commençant avec l'oblast de Koursk, et plus précisément le secteur de Glouchkovo, donc qui se situe ici, où il n'y a eu aucune évolution sur la ligne de front. Les combats ont toujours lieu dans le secteur sud du village de Veseloe, qui se situe ici. Et d'ailleurs, au sud de celui-ci, nous avons eu des nouvelles géolocalisations ici de matériel ukrainien détruit dans la journée du 18 septembre, avec ici 2 Cosaques, un blindé ici qui a été abandonné, il pourrait s'agir d'un Marder, et un peu plus loin, 2 nouveaux Cosaques également ici. Côté russe, ils ont perdu un T-72 au sud du village même de Glouchkovo, donc ici exactement, vidéo qui a été donc publiée le 25 septembre. On se déplace à présent un petit peu plus à l'est et comme vous pouvez le constater, la seule modification de ces dernières 48 heures sur le front de Koursk, à mettre au bénéfice des Russes, entre les villages de Obokouvka et Lyubimovka, qui restent dans la zone grise. Et ici, donc, les Russes ont avancé et sécurisé une partie du terrain au sud-est de Snagost, qui est ici et qui est déjà sous contrôle des Russes. Rapide tour de la ligne de front donc sur l'oblast de Koursk, comme vous pouvez le constater. Aucune évolution donc ces dernières 48 heures. Les Russes ont de nouveau bombardé les positions ukrainiennes ici avec une FAB 3000. Un petit peu plus à l'est, sur la commune de Ivnitsa, et au sud-ouest, un BTR 82 russe ici a été détruit dans la journée du 22 septembre. On note une intensification des bombardements avec FAB, donc côté russe. Donc je ne suis pas en mesure de toutes les reporter sur la carte, mais comme vous pouvez le voir ici, donc certaines ont été donc géolocalisées et les positions donc ukrainiennes sont toujours régulièrement bombardées. Donc voilà, très peu d'évolution sur le front de Koursk. Nous nous dirigeons au sud-est et plus précisément sur la ligne de front dans l'oblast de Kharkov. Pas d'évolution dans le secteur de Liboké. À l'est de Liboké, ici, une position de l'armée russe a été bombardée le 26 septembre, ce qui sous-entend que cette petite forêt ici est sous leur contrôle. Direction Vovchansk à l'est, où les Ukrainiens ont lancé une opération et ont repris le contrôle de l'usine de granulats, donc ici,
contrôle qui a été, constaté donc en date du 22 septembre. Donc ça a été, planifié par, le GUR. Donc le GUR, c'est le service de renseignement ukrainien et quelques jours après donc la prise de cette usine, les Russes ont bombardé le secteur avec, plusieurs FAB 1500. Donc autant vous dire que le secteur ici est totalement rasé. Sur Vovchansk, les Russes ont perdu un MTLB en date du 24 septembre. Donc ici, exactement, qui a été, détruit ici dans la zone sous contrôle russe. Et enfin, pour terminer sur l'oblast de Kharkov, au nord du village de Tikié, se situe donc ici, les Russes ont lancé une attaque ici en date du 26 septembre. Donc attaque qui a été menée par, 2 blindés. Chose étonnante, c'est que cette fois-ci, c'était le BMP qui était en tête et le char qui était derrière. Le BMP a ensuite débarqué son groupe de combat et a investi ce bâtiment ici. Et cela donc en date, d'hier. Donc voilà pour le front de Kharkov. Direction le front de Louhansk, où là également donc, peu d'évolution. Nous allons nous rendre directement sur le village de Makiivka, où les Russes ont continué à grappiller donc, du terrain. 90 du village est maintenant sous leur contrôle et une de leurs positions a été bombardée ici, il y a 2 jours. Et légère avancée également un petit peu plus au sud dans le village de Nevskié, ici, où les Russes, ont continué leur progression en direction du pont de ce village, qui est ici. Et donc à mon niveau, la dernière information donc sur ce pont date du 6 août et il a été détruit par un missile russe. Et depuis le 6 août, je n'ai pas eu d'informations sur l'état de ce pont, s'il a été, reconstruit par les Ukrainiens ou pas. Donc voilà pour le front de Louhansk, direction à présent la région de Siversk, donc qui est plus au sud. Alors au nord de Fessélé, donc Fessélé, c'est ce village ici qui est sous contrôle des Russes. Les derniers ont perdu un BMP et un MTLB au nord de ce même village, donc détruits par des drones kamikazes ukrainiens en date du 23 septembre. Mais pas d'évolution sur la ligne de front dans la région de Siversk. Sur Chassifiar, un petit peu plus au sud, nouvelle avancée des Russes à l'ouest de Kalinina, donc au-delà du canal. Donc dans la zone grise, ici, leur position avancée a été bombardée par les Ukrainiens le 25 septembre. Pas d'autres informations ni d'évolution sur le front, donc sur Chassifiar, mais également sur Klishivka. Direction le secteur de Toretsk. Sur Toretsk même, les combats urbains continuent, mais il n'y a eu aucune évolution ces dernières 48 heures. Au nord du village de Drouzba, ici, la progression de l'infanterie russe a été, entravée par des drones kamikazes ukrainiens, donc ici avec des vidéos qui datent du 22 septembre et également ici une position qui a été bombardée. La seule évolution sur le secteur de Toretsk est à mettre au profit des Russes. À l'est de New York, ces derniers ont sécurisé ici une petite partie, du terrain, correspond à un peu moins d'1 km². Et enfin, pour terminer sur Toretsk, un BMP-2 russe a ici été donc détruit et géolocalisé au nord-ouest de New York le 20 septembre. Direction à présent le front de Donetsk, en commençant avec le secteur de Novobakimovka, donc c'est ce village ici qui est sous contrôle des Russes. Au sud de ce même village ici, c'est un T-62 qui a été détruit dans la journée du 22 septembre. On continue sur le front de Donetsk. Et on va se porter donc dans le secteur du village de Mykolaïvka, qui est à plus de 60 maintenant sous contrôle russe. Ces derniers se sont emparés de la ligne de défense ukrainienne au nord de ce village et un petit peu plus au nord, ici un blindé ukrainien a été détruit dans la journée du 25 septembre par un tir de RPG, qui sous-entend que l'infanterie russe se trouve à proximité. Et donc la position fortifiée que l'on trouve ici est actuellement dans la zone grise. Donc on voit bien les tranchées ici et ici. Et toujours sur le village de Mykolaïvka, les Ukrainiens ont, lancé donc un drone qui a répandu donc de la thermite sur les positions russes dans ce même village. On continue le long de la ligne de front. Se rend sur le village de Ukraïansk.
donc qui est ici. Donc au nord de Oukraïansk, ici, les Russes ont sécurisé plus de 8 km² de terrain. Donc on se situe à l'est de la commune de Selidové, qui reste sous contrôle ukrainien. À l'ouest de Oukraïansk, les Russes ont lancé ici 2 BMP dans la journée donc du 25 septembre. Et ces 2 blindés ont, débarqué 2 groupes de combat dans ce secteur et sont repartis, vers leur ligne, et dans la vidéo, les 2 blindés n'ont pas été touchés. À l'ouest du village de Oukraïansk, il y a une nouvelle avancée des Russes, mais cette avancée s'est accompagnée de pertes, notamment en blindés. Ici, un BMP-1 a été détruit le 25 septembre. Ensuite, un autre BMP-1 détruit le même jour. Un troisième BMP-1 a été détruit hier. Et enfin, un T-80 a également été détruit hier dans la journée. On continue. Alors au nord-est du village de Irnik, donc Irnik, c'est ce village ici qui est sous contrôle ukrainien. Nous avons une vidéo avec un drapeau russe isolé, c'est-à-dire que c'est un drapeau sans soldats aux alentours, ce qui pourrait sous-entendre qu'un drone a simplement posé le drapeau. Et comme vous savez, dans ce cas-là, je ne le prends pas en compte pour la modification de la carte. Un petit peu plus à l'est, ici, au nord de Krasnohorivka, qui est maintenant sous contrôle des Russes. Les derniers ont avancé ici en sécurisant un peu moins de 20 km² de terrain. La prochaine ville d'importance dans ce secteur est la commune de Orakovié, qui se situe ici. Il y a des fortifications donc à l'est, je n'ai pas encore répertorié exactement, mais je devrais le faire prochainement. Et donc cette localité constitue le prochain objectif des Russes. Donc je dézoome pour bien vous montrer. Donc les Russes qui sont actuellement à un peu plus de 5 km de Kourakovié. D'ailleurs, à l'est de Kourakovié, nous avons donc la commune de Maxi Liadivka ici, qui est actuellement donc disputée, et un petit peu plus à l'est, il y a Eorivka. Et sur la route traverse Eorivka, en date du 23 septembre, ici, c'est un T-72 russe qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. On continue le long de la ligne de front. Nous arrivons jusque sur Donetsk Sud, et plus précisément dans le secteur de Vuhledar. Au nord-est de Vuhledar se trouve la commune de Vodiane, qui est sous contrôle russe. Et à l'ouest de ce village, il y a une mine qui porte le nom du village ici, et cette mine est passée sous contrôle des Russes en date du 24 septembre. Donc cela a été confirmé par une vidéo, donc où l'on voit cette fois-ci des soldats russes bien présents en train de hisser leur drapeau. Donc à ce moment-là, on le prend en compte pour la modification de la carte. Et dans une autre vidéo, la veille, donc le 23, ici nous avons une autre vidéo où l'on voit des soldats ukrainiens, donc 5 soldats exactement, qui quittent la mine et vont rechercher refuge dans la tranchée qui se situe ici. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Retour sur la carte, je me dirige maintenant sur le secteur de Vuhledar. Alors avant de commencer, je vais vous partager ces images du bombardement russe avant l'attaque de leur infanterie au sud-est du village. Donc c'est une vidéo qui date du début de la semaine. Et ensuite, après ce bombardement, l'infanterie russe est passée à l'attaque, précisément ici dans ce secteur. Donc on est au sud-est de Vuhledar. Et l'infanterie russe, donc sur la vidéo, est en train de progresser dans ce secteur. Côté ukrainien, dans le village de Vuhledar, ils ont perdu un BMP-1, ici, dans la journée du 25 septembre. Et un petit peu plus au nord, c'est un T-64 qui a été détruit dans la journée du 25 septembre, ici, par plusieurs Lancet. Donc ici, vous voyez clairement que la situation devient critique pour la garnison de Vuhledar, sous pression non seulement à l'est, mais également à l'ouest, où les Russes ici ont de nouveau avancé. Donc on se situe au nord du village de Pavlivka. Donc l'étau est en train de se resserrer de plus en plus. Sur la carte, ici, vous voyez 2 traits verts. Ces 2 traits verts constituent les 2 derniers axes de repli pour la garnison de Vuhledar. Donc si on prend un petit peu de perspective, donc vous avez un axe ici qui est en asphalte,
et qui, pourrait permettre encore l'évacuation de la garnison. Et ensuite ici, vous avez un autre axe de retraite ici, et en partie sur l'asphalte, ensuite à travers champs pour rejoindre une nouvelle route. Ces 2 axes sont sous le feu de l'artillerie et des drones russes, donc ce qui va compliquer l'évacuation, et les Russes sont en train donc de progresser, notamment en direction donc de ces axes, pour augmenter encore plus la pression sur la garnison de Vuhledar. Donc ici, inutile d'être un expert militaire pour constater la précarité de la situation des défenseurs ukrainiens dans Vuhledar, qui en même moment sont attaqués par l'infanterie russe dans le village même et également régulièrement bombardés par les Russes. Retour à la vision donc 3D, et en plus de ça, alors, à mon niveau, c'est la première vidéo que je vois de l'utilisation d'un drone thermite côté russe cette fois-ci. Les Ukrainiens l'utilisent maintenant, régulièrement depuis le début du mois de septembre. Alors une fois de plus, je n'ai pas la science infuse. Les Russes auraient pu déjà utiliser le drone thermite, mais à mon niveau, c'est la première vidéo que je vois sur l'utilisation, de ce type de drone par l'armée russe. Donc voilà, sur le point de situation donc sur Vuhledar, où les Russes sont en train de préparer, l'assaut final sur, le village fortifié. Et enfin pour terminer sur, Donetsk Sud, au nord du village de Prechystivka, et les Russes ont sécurisé une nouvelle partie donc du terrain. Et sur le front de Zaporizhia, l'unique information donc nous vient du secteur au nord de Staromayorsk, ici où les Russes ont sécurisé une nouvelle partie donc du terrain ici, et la tranchée ukrainienne qui se trouve ici, juste derrière la bande forestière et actuellement dans la zone grise. Voilà, pas d'autres informations sur, les fronts de Kherson, et en Crimée. Donc en résumé, sur l'oblast de Koursk, on note une baisse d'activité. Les 2 armées semblent se réorganiser en vue des prochains combats. Sur l'oblast de Kharkov et plus précisément sur Vovchansk, les Ukrainiens, après avoir lancé une attaque, se sont rendus maîtres de l'usine de granulats, qui a ensuite été, lourdement bombardée par les Russes. Sur le reste de la ligne de front, avantage aux Russes, qui continuent de prendre du terrain régulièrement, et notamment dans le secteur de Kourakovié et de Vuhledar, où la garnison ukrainienne est plus que dans une situation critique. Les Russes continuent régulièrement à lancer leurs Guéran, donc sur l'Ukraine. Donc pour rappel, les Guéran sont des drones kamikazes de conception iranienne. Dans les débris d'un de ces drones kamikazes, les Ukrainiens ont découvert une antenne Starlink, qui était donc installée sur le drone. Et grâce à cette antenne Starlink, les Guéran peuvent donner du renseignement aux Russes en temps réel. Ces derniers peuvent les rediriger et identifier de nouvelles cibles. Donc grâce à Starlink, les Guéran sont plus flexibles et donc plus efficaces. Car au préalable, ils étaient programmés au départ pour atteindre une cible et ils ne pouvaient pas modifier la cible en cours de mission. Donc voilà pour les informations essentielles au 27 septembre. Donc je vous répète, la semaine prochaine, et je m'en excuse par avance, je ne pourrai pas faire de vidéo. Donc je vous donne rendez-vous d'ici une dizaine de jours. Et en attendant, je vous laisse donc comme promis avec le comparatif avec la ligne de front du 30 août dernier.
Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous remercie une nouvelle fois, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous d'ici une dizaine de jours. Voilà, merci, à bientôt.